Nous allons maintenant écouter notre premier trajet de soins en santé mentale avec comme orateur le professeur Marie Delay et le docteur Anaïs Mongo, respectivement pédopsychiatre et psychiatre au centre hospitalier universitaire Erasme, le docteur Calvois, directrice médicale du centre de jour Imago à l'équipe, avec comme modérateur le docteur Croizant du centre ado de l'équipe. Voilà, je me distancie de mes voisins. Ne croyez pas que c'est le gap entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. C'est seulement pour raison virus que nous devons maintenir une distance suffisante si nous voulons nous parler sans masque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était très intéressant. Et rien que pour ça, je remercie la Fondation Roi Baudouin parce que cette présentation d'aujourd'hui nous a permis de nous rencontrer entre différents secteurs et finalement j'ai trouvé ça, pour ma part en tout cas, très très enrichissant parce qu'à la fois on avait plus, en ce qui me concerne, un parcours de pédopsychiatre hospitalier et puis alors on avait l'hospitalier adulte et puis plus l'ambulatoire avec Michel dans le centre de jour pour adolescents et Nicole qui vous développera tout à l'heure. Alors au niveau... C'est vrai qu'on avait dit au départ qu'on allait parler de trajet de soins en se disant qu'est-ce qui est opérant ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis alors, en fin de compte, on s'est dit que ce qu'il y avait de plus riche et que c'est ce qu'on devrait plus mettre en place, c'est des rencontres. Et donc ça va dans le sens de ce qui a été dit dans les présentations de ce matin. Plus des rencontres entre intervenants afin de pouvoir finalement... en tant que pédopsychiatre, vraiment transmettre nos patients en confiance chez des gens que l'on respecte et en qui on a confiance et avec qui on peut finalement se détacher de son patient. Alors parce que le pédopsychiatre que je suis, alors je parle de ce qui me concerne et de mon expérience de quelques années avec les grands ados et jeunes adultes, a quand même un côté un peu maternant. Et donc, il a toujours envie de contrôler un minimum ce qui va se passer après. Et donc, ça, je pense que ces rencontres que j'ai pu faire avec les équipes qui s'occupent après des jeunes adultes m'ont apporté énormément de choses. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on doit garder l'adolescent dans son petit cocon en intervenant énormément avec les parents, ce qui était transmis ce matin. Et donc, en plus en tant que coordinatrice du développement systémique avec le professeur Isabelle Duret, que je salue d'ailleurs, je me disais, mais enfin c'est impensable qu'on ne voit pas les parents une fois par semaine dans les secteurs adultes, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis au fond, je me suis dit, mais quand même, ça permet de responsabiliser quand même les patients un minimum. Alors, c'est vrai que couper tous les contacts d'un seul coup avec les familles, c'est un peu dur et raide, mais je pense qu'il faut vraiment agir au cas par cas, vraiment en fonction de ce qui se présente et peut-être vraiment de soutenir l'adolescent vers plus de responsabilisation, ce qu'on fait peut-être un peu moins en pédopsychiatrie. Alors, c'est vrai que moi, je me demandais, tiens, est-ce qu'en tant que pédopsychiatre, on doit forcément faire un passage avec ses patients? Alors, je sais que on a vu ce matin que dans certains pays, c'est obligatoire. À partir de 18 ans, c'est fini, il faut passer la main. Et donc, moi, je me disais que ça dépend vraiment en fonction des problématiques plus ou moins aiguës, des pathologies aiguës mentales, et que c'était en fonction de ça vraiment qu'on pouvait se dire, tiens, là, je ne maîtrise plus. Je pense que les collègues ont beaucoup plus d'outils productifs
que pour faire avancer les choses. Et donc là, il est grand temps que mon patient puisse bénéficier de choses meilleures par rapport à son expérience et à sa tranche d'âge. Alors, ce qui vraiment a marché entre nous, je pense, et ce qui continuera à marcher, c'est que on est vraiment dans le même périmètre finalement, et c'est vrai que avec Michel, avec Nicole, avec Anaïs évidemment, puisque là il suffit de passer d'un étage à l'autre dans l'hôpital, on a vraiment pu entretenir comme ça de chouettes relations, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire des passages de manière assez fluide, et je trouve ça très positif. Donc voilà, pour l'expérience du pédopsychiatre hospitalier, moi je cède la parole peut-être à Anaïs, ou si Michel veut intervenir dans son option plus ambulatoire. Bon, apparemment personne ne veut du micro, donc je vais le prendre. Bon, alors moi je vais vous parler comme psychiatre de jeunes adultes. Donc je suis ici, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir invité en tant que médecin directeur d'Imago, qui est un centre de jour pour jeunes adultes. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette organisation ici aujourd'hui, c'est que notre institution, Imago, qui fait partie de la SBL L'Équipe, a un contexte historique complètement différent de ce qu'on peut imaginer comme étant la logique hospitalière. Et je pense que c'est important de s'inscrire dans l'histoire et à travers l'histoire pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous a, je dirais, influencé au niveau historique pour pouvoir effectivement avoir une clinique spécifique et complémentaire par rapport à l'hôpital. Alors, juste un petit rappel, en 1963, Jean Vermeulen va créer l'ASBL L'Équipe, influencé par l'antipsychiatrie et Basaglia en Italie, mais surtout par la psychiatrie sociale de Maxwell Jones. Alors à ce moment-là, c'était une vision assez utopiste de la psychiatrie, et je pense vraiment qu'à ce titre-là, c'est important d'en parler, de définir un peu ce qu'est le concept de l'équipe, et vous verrez à quel point, entre la logique hospitalière érasmienne, que je connais parce que j'ai fait une partie de ma formation là-bas, et que je continue à avoir des liens avec certaines personnes là-bas, et je continue à apprécier le travail qu'ils font, mais c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Au départ, l'équipe avait été créée pour éviter les hospitalisations. Or, l'hôpital, ça veut bien dire ce qu'ils font, ils hospitalisent. Or, ici, ce qu'on essaye de faire dans notre démarche avec les jeunes adultes, c'est de réduire au minimum les hospitalisations, le temps d'hospitalisation. Et quand l'équipe a été créée à Anderlecht, ils avaient une politique sectorielle, une politique locale, et sur 100 000 habitants à Anderlecht, il y a eu une diminution des mises en OPS de 100 à 20 en 3 ans. Donc c'est à la fois intéressant au niveau clinique, au niveau sociétal et aussi au niveau économique. Il faut quand même le dire. Donc, si on revient à l'actualité, alors il faut voir un peu comment est-ce qu'on peut faire preuve de créativité tout en étant quand même influencé par notre propre histoire. Alors, pourquoi plus Imago que les autres structures de l'équipe, qui sont d'autres structures qui fonctionnent de la même façon que nous? La seule différence, c'est qu'Imago a été créé il y a 10 ans, se référant aux valeurs de l'équipe, mais qui se focalise sur les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Et donc, on peut appeler ça la population de transition, enfin, comme on veut. Alors, quelles sont les valeurs de l'équipe
en tout cas la façon dont nous travaillons, qui marche particulièrement bien avec les jeunes adultes. Comment est-ce qu'on peut penser cette population? Et ça, je pense que c'est important. Comment éviter les écueils? Et qu'est-ce qui est spécifique à ces jeunes adultes? Bon, alors, nous pratiquons quelque chose que moi je trouvais assez mystérieux. Quand je suis arrivée là-bas, c'est la sociothérapie. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, la sociothérapie, c'est quoi? Ça a du sens en tant que psychiatrie sociale, et on va démontrer que toute maladie mentale est une désocialisation. Et ça, c'est un terme qui a été inventé par un de mes vieux profs, qui est mort depuis longtemps, qui s'appelait Paul Sivadon. Et donc, on va considérer que la psychiatrie pratiquée à l'équipe va pouvoir, et surtout à Imago, faire du lien social. On va essayer d'internaliser le lien social. Et les patients qui viennent chez nous viennent librement. Il y a bien sûr des règles à respecter, mais c'est celle du vivre ensemble. Il n'y a ni violence, ni contrainte. Nous travaillons en équipe, en groupe, et nous affrontons ensemble les crises quand elles se produisent. Et nous faisons donc une psychiatrie de négociation et d'assistance. Pour ce faire, on ne travaille pas au vase clos. Et donc, pour pouvoir travailler avec cette population de transition, il faut pouvoir avoir des correspondants, au sens large du terme, des collaborateurs à l'extérieur. Et donc, pour cette population de transition, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire un cadre qui garantit la continuité au-delà des institutions. Et pour nous, voilà, c'est ça qui est opérant. Chaque institution a son identité, sa fonction, sa culture, son rôle spécifique, mais aussi son narcissisme, ses narcissismes. Or, une société multiculturelle, ça existe. On veut la faire exister aussi au niveau psy. Et s'il est possible que le décrochage scolaire, comme symptôme par exemple, est une répétition d'un décrochage fondamental, eh bien il faut entendre ça. Il y aurait donc lieu bien plutôt de parler des troubles de l'attachement, d'une relation précoce abîmée. Et beaucoup de nos patients décrochent, au sens large du terme. Et c'est aussi ça, la désocialisation dont je parlais plus tôt. La transition entre le monde adolescent et le monde adulte va figurer une faille, une fragilité de passage pour les plus problématiques. C'est comme un passage étroit, dangereux, vers un monde adulte dont ils ne veulent pas. Pour eux, c'est ni un paradis, ni un Éden. Les jeunes sont là davantage dans la logique d'un paradis perdu, ou bien plutôt d'un paradis jamais atteint. Et ce paradis jamais atteint, ils vont essayer de le retrouver dans une espèce de claustration volontaire. Bon, pensez par exemple aux hikikomori, ces ados japonais qui vivent les pieds dans la pizza et les doigts sur le clavier, dont les plus vieux maintenant ont plus de 50 ans. Est-ce qu'on a envie d'une société comme celle-là? Ils se maintiennent dans une situation atemporelle, où le temps est suspendu, où ils habitent dans différents mondes virtuels à travers les jeux vidéo, les toxiques récréatifs, qui peuvent aller jusqu'à la dépendance. Bon. Et donc, au départ, c'est une façon de meubler le vide. Le vide, lui, est également en lien avec la peur de la proximité, le manque de confiance dans une relation sécurisante. Donc, comment est-ce qu'on va penser cette population-là, qui est davantage dans le faire? Il y a d'abord l'importance du groupe, celui des patients, pour qui la folie, au sens large du terme, la différence, est excluante. Alors, comment est-ce qu'on va prendre en compte leur souffrance? Nous pensons qu'articuler la prise en charge individuelle sur la prise en charge groupale est essentiel. C'est une tentative souvent fructueuse de réparer la catastrophe du lien social. C'est une façon d'aborder les difficultés identitaires au sens large, dans la confrontation à l'autre.
C'est aussi l'occasion de sortir de la répétition de comportements à risque, de passage à l'acte, de répétition de l'échec. Donc, comment ne plus avoir à faire ce qu'on n'arrive pas à dire? C'est aussi la possibilité d'essayer de sortir de la tentation de la chronicité, où le parcours est déjà long pour certains. Ils viennent de pédopsychiatrie, ils ont été au centre ado et ils échouent chez nous. On est en bout de course, nous. Et donc, je parlais donc du groupe de patients et de ce qui est opérant dans le groupe entre eux. Mais il y a aussi le groupe des soignants, dans la multidisciplinarité, qui sont accompagnés par des artistes, avec des incursions fréquentes dans le culturel, la vie de la cité, le sport. Des soignants qui se réunissent pour échanger, penser le patient, à plusieurs, comme le propose Bernard Penaud. Des soignants qui lisent et qui apportent leur expérience personnelle de jeunes adultes. Dans notre équipe, on a des geeks, on a des gamers. Et il y a un autre groupe que je propose, qui prolongerait et qui aurait une logique, qui est celui du réseau institutionnel extra-institution, qui se ferait de rencontres, peut-être de séminaires communs ou d'initiatives communes, comme Trèfle, Hermès+, des équipes mobiles. Et en conclusion, si nous voulons être un point d'ancrage thérapeutique, il nous faut tisser des liens avec les patients, mais aussi avec les différentes institutions qui doivent former un maillage sur lequel les jeunes doivent pouvoir s'appuyer pour se construire. Il faut donc un cadre. Ce cadre doit assumer par sa permanence, sa stabilité, un étayage corporel, social et psychique. Nous devons dépasser nos propres narcissismes, fragilité identitaire, pour pouvoir offrir un cadre continu grâce à la collaboration, la bienveillance et le souci du soin, avec un cadre commun à remettre au travail sans arrêt par la pensée et le soin du réseau. Nous avons à l'ULB une longue tradition de liberté, de libre pensée, de libre examen. Avec toute cette liberté, il nous arrive souvent de nous sentir seuls, comme déliés du reste du monde. Ce n'est pas un cadre de soi adéquat si nous ne travaillons pas à créer un cadre commun, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau théorique. Je vous remercie. Ça va être difficile de faire après Nicole, mais donc je suis psychiatre adulte et donc je me suis intéressée aux jeunes adultes et peut-être aussi parce que j'ai fait un petit passage par la pédopsychiatrie. Et donc ici, moi, j'avais envie de partager un petit peu les dispositifs de soins qui ont été mis en place et qu'est-ce qui permet que ça fonctionne, qu'est-ce qui est opérant. Parce que donc, Nicole a pu vous expliquer le centre de jour Imago. Marie a expliqué aussi l'unité, a parlé de son travail en tant que pédopsychiatre. Et donc moi ici en tant que psychiatre adulte, il m'a fallu collaborer avec ces différentes équipes. Et je pense que c'est un des points les plus importants qui permettent aux jeunes de transiter de la pédopsychiatrie vers la psychiatrie adulte. Sans pouvoir se parler, sans être flexible entre nous, ça ne peut pas fonctionner. J'ai également eu l'occasion d'avoir des jeunes qui sont passés par le centre ado, qui continuent toujours par le centre ado, une fois par semaine en tant que soutien scolaire. C'est également un dispositif de soins qui est opérant, malgré que le patient, le jeune, soit suivi par un psychiatre adulte. Il y a la nécessité parfois de travailler en parallèle avec la pédopsychiatrie. Nous ne sommes pas ennemis, nous devons travailler ensemble. Parfois, il est arrivé qu'on puisse proposer aux jeunes afin d'arriver vers la consultation de psychiatrie adulte en faisant des consultations conjointes. Donc, prendre le temps, pouvoir se parler, pouvoir collaborer entre nous, c'est une des choses qui permet que ces dispositifs de soins soient opérants. Ce matin, on a parlé des trajectoires de soins qui pouvaient être proposées, et donc j'étais
j'étais contente d'entendre quand même le fait qu'il fallait un trajet de soins individualisé, parce que l'evidence-based pourrait essayer d'aller lisser les différences. Et il est pour moi important de pouvoir proposer aux jeunes, en fonction de son parcours, en fonction de son environnement, en fonction de sa psychopathologie également, des trajets de soins individualisés. Certains à qui on va proposer plutôt qu'un milieu hospitalier, c'est plutôt un milieu en ambulatoire de centre de jour. D'autres vont nécessiter des hospitalisations et d'autres choses, des équipes mobiles. Il est arrivé également de travailler avec la Cité étoilée, qui sont des appartements pour jeunes adultes qui recherchent l'autonomie. Et donc il est important de pouvoir proposer différentes structures de soins à ces jeunes. Dans mon unité d'hospitalisation, qui est une unité de troubles de l'humeur, qui n'est pas une unité dédiée exclusivement aux jeunes adultes, nous avons réfléchi en équipe à un programme de soins pour ces patients. Et actuellement, à l'hôpital Erasme, une clinique du jeune adulte est en cours de mise en place. Et un de mes questionnements m'est venu progressivement avec ma petite expérience, c'est: faut-il créer des unités dédiées seulement aux jeunes adultes? Et la question ensuite qui émerge, c'est: mais à partir de quel âge? À partir de jusque quand? 18-23, 18-25 ans, 18-30 ans? Moi, pour ma part, je n'ai pas de réponse. S'il faut une limite d'âge, faut-il plutôt proposer des programmes de soins au sein des unités de psychiatrie adulte? C'est également une question. Pour ma part, je suis plutôt à penser de proposer des programmes de soins différents aux jeunes adultes au sein d'une unité de psychiatrie adulte. Marie a pu parler de la question du deuil qui doit se faire, que ce soit pour les équipes ou pour le jeune. C'est un passage, cette transition de l'adolescence à l'adulte. Proposer des unités de soins qui soient spécifiques et qui déterminent un certain âge va favoriser également à nouveau un deuil pour ce jeune qui va passer d'une équipe à nouveau à l'autre. Et donc, pour ma part, de l'expérience qu'on a eue et qu'on a pu accueillir les jeunes adultes, proposer des programmes de soins semble plus opérant, mais ce n'est qu'un avis individuel. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes également à la suite d'une mise en observation. Et m'en vient une réflexion, mais que fait-on avec ces jeunes qui sont hospitalisés sous contrainte? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à la place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant la mise en observation? Dernièrement, j'ai un assistant en psychiatrie qui termine, qui a fait son mémoire sur la question des mises en observation. Et dans son mémoire, il utilise, c'est sur 2 années, c'est une étude rétrospective où on retrouve quand même, sur 2 ans, 20% de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont mis en observation. Ça m'a paru un chiffre énorme, avec dont 50% la mesure de mise en observation va être levée. Donc ça veut dire que cette hospitalisation sous contrainte n'était pas forcément nécessaire. Que pouvons-nous proposer pour ces jeunes? Une unité de crise éventuellement. C'est quelque chose qu'actuellement en Belgique, en tout cas à Bruxelles, mais en Belgique francophone, je ne connais pas d'unité de crise spécialisée pour les jeunes adultes. Et je pense que c'est vers là, en tout cas, il faut se questionner. Il y a les équipes mobiles, évidemment, mais parfois, ça nécessite quand même une mise à l'abri du jeune, d'éviter une hospitalisation de longue durée qui va augmenter la stigmatisation, l'enfermement dans la maladie mentale. Et donc, c'est des pistes de réflexion à avoir à ce niveau-là pour ces jeunes en état de crise pour éviter une mise en observation. J'avais envie aussi, pour terminer, en tout cas de mon côté, parce qu'on a ces dispositifs de soins qui existent, mais il y a malgré tout un manque.
ces jeunes que moi je ne vois pas, qu'on ne voit pas en milieu hospitalier, et qui, avec la crise du Covid, a accentué ce décrochage, qu'il soit un décrochage scolaire, un décrochage professionnel, mais aussi un désinvestissement familial, un désinvestissement corporel. Ne faut-il pas réfléchir également à quelque chose qui est en dehors du milieu de la santé mentale, à des structures de réaccrochage, le jeune puisse réinvestir au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau corporel. Et je pense que le Centre Imago participe quand même à ce réaccrochage vers quelque chose. Voilà mes petites réflexions et ma petite expérience que j'avais envie de partager avec vous. Merci. Ce sont des questions tout à fait essentielles que le docteur Mongo vient de poser là. Est-ce qu'il faut penser, et ça rejoint les questions que soulevait Emmanuel de Becker ce matin sur la pratique et les paradigmes et les pratiques des psychiatres d'adultes et des psychiatres d'adolescents quant au travail avec la famille aussi, que c'est des questions de pratique qui viennent de la part du praticien. C'est ce que questionne aussi maintenant le docteur Mongo. Faut-il des unités spécifiquement dédiées, dévolues à... voilà, on a une nouvelle catégorie en psychiatrie, le psychiatre de jeunes adultes. Voilà un nouveau créneau possible. Comme ça, on a eu le pédopsychiatre, puis il y a eu les psychiatres d'adolescents, puis il y a eu le gérontopsychiatre, et puis il y a eu le psychiatre du bébé. Voilà, le psychiatre du jeune adulte, on ne cesse pas d'inventer les spécialités. Où est-ce qu'il faut penser plutôt effectivement en termes de programme et penser les unités non pas tellement en termes de classe d'âge, mais en termes de dynamique, de processus, de problématiques, et une unité de crise, vous questionnez là. Donc ma place de modérateur m'autorise à intervenir sur un mode plus associatif et à n'avoir pas dû construire un exposé aussi élaboré que ceux de mes collègues, et notamment le docteur Calvois, Alors de façon associative, je raisonne au mot maternant qu'a eu Marie Delay tout à l'heure, le pédopsychiatre maternant, jusqu'à vouloir contrôler ce qui se passe après. Peut-être que je suis ici d'ailleurs pour témoigner très concrètement de ce qu'un adolescent mineur peut tout de même rencontrer un pédopsychiatre homme. Oui, il y en a quelques-uns. Par ailleurs, la question là amène celle de l'articulation des fonctions maternelles et des fonctions paternelles. Maternant, sans mettre de limite, va-t-on ne pas mettre fin jusqu'à contrôler même l'après? Et Madame Mongo passe du détachement dont nous parlait Marie même au deuil. Fonction maternelle, fonction paternelle qui doit être incarnée dans tout dispositif institutionnel, mais aussi dans tout soignant, en chacun de nous. Hélas, un des modes d'exercice de la fonction paternelle, c'est d'être le garant de la séparation, voire d'être tranchant, sinon coupant. Alors, Hélène, j'ai été défaillant à cet égard parce que j'ai oublié de te demander de combien de temps on disposait et quand me faudrait-il couper mes collègues. Encore 5 minutes. Voilà. Alors, toujours sur un mode associatif, je vais parler peut-être un peu du centre ado en résonance avec un terme qui a circulé ce matin, flexibilité. Et quelqu'un, je ne sais plus si c'est un orateur ou un intervenant, et peut-être toi, Sophie, a parlé du manque de flexibilité des centres pour adolescents. Hélas, c'est vrai.
du moins sous un certain angle de vue. En tout cas, celui où je travaille manque de flexibilité quant à la limite d'âge, puisque nous ne prenons pas en charge un adolescent qui aurait déjà 18 ans révolus. C'est un problème, nous en sommes conscients, parce que c'est peut-être encore une problématique adolescentaire, tant intrapsychique que quant à la dynamique familiale, et il est même possible qu'un adolescent de plus de 18 ans reste scolarisé en secondaire. Je reviendrai sur la question de la scolarité pour nuancer ce qu'a dit Madame Mongo quant au soutien scolaire qu'on peut trouver le mercredi après-midi au centre ado. C'est en fait un accueil thérapeutique à temps partiel dont une des modalités peut être de fréquenter l'atelier pédagogique du mercredi après-midi, et c'est souvent le choix du jeune qui a quitté le centre ado pour reprendre sa scolarité secondaire, et il trouve un appui dans l'atelier pédagogique puisque nous avons l'immense privilège que les enseignants de l'école à l'hôpital Robert Dubois qui interviennent au centre ado sont présents le mercredi. Mais la visée est autre et plus large. C'est un accueil thérapeutique à temps partiel, dénomination française qui n'existe pas en Belgique, qui n'a pas de modalité de subsidiation spécifique, mais dont nous avons pensé qu'elle était utile pour assurer la continuité des soins et la sortie d'une prise en charge d'un dispositif à temps partiel, à temps plein, de jour. Donc, j'évoquais notre manque de flexibilité. Il est lié aussi à des données situationnelles. C'est que le nombre de lits pour adolescents en hôpital de jour en région bruxelloise est tout de même limité, et donc nous avons estimé nécessaire de mettre une limite d'âge à l'entrée au centre. Je ne suis pas sûr, et peut-être même bien au contraire, que l'autre centre de jour pour adolescents qui existe sur Bruxelles ait cette limite. À ma connaissance, jusqu'il y a peu, ils acceptaient des jeunes au-delà de 18 ans à l'entrée. Nous n'avons pas cette flexibilité-là. On en a une autre, nous, en comparaison avec celui-là, qui est qu'on accepte des jeunes qui n'ont pas forcément leur CEB à 12, 13 ou 14 ans. Ils peuvent néanmoins entrer dans un dispositif de soins sans que ce soit le critère scolaire qui soit déterminant. Par contre, cet accueil thérapeutique du mercredi après-midi, il peut être poursuivi au-delà des 18 ans. Et là, ce qui va faire critère pour nous, c'est justement la scolarité. On ne peut plus venir le mercredi après-midi dans cet accueil thérapeutique à temps partiel au centre ado au-delà de la scolarité secondaire. Ce n'est plus une question d'âge. Tant qu'on est scolarisé en secondaire, on peut venir, et parfois plusieurs années. On est parfois alors en difficulté avec des jeunes qui, dans un moment où ils sont devenus majeurs, sont peut-être dans une rupture de leur parcours scolaire, et il faut alors s'assurer de ce que va pouvoir être la suite. Je crois sans modestie pouvoir dire que le docteur Calvois nous doit beaucoup. Avec la limite d'âge que nous avons mise à 18 ans, nous avons contraint les structures adultes, ou en tout cas une qui était suffisamment souple, suffisamment proche, et qui avait à sa tête un médecin directeur suffisamment intéressé par les problématiques des jeunes adultes, puisque le docteur Calvois a autrefois, comme moi aussi autrefois, travaillé à Psycampus, là,
le centre de consultation, le service de santé mentale pour étudiants de l'ULB. Et donc, le docteur Calvois a assuré la suite avec son équipe pour les patients que nous, et je crois que c'est heureux, que nous refusions de prendre. N'empêche que, et ça rejoint la question de la flexibilité, ça pose problème pour, encore, je crois, pour les jeunes adultes. Je ne sais pas comment il faut les appeler, hein. Il y a eu beaucoup de signifiants ce matin. Homard, c'est peut-être ce qui a inspiré le docteur Calvois pour rajouter dans le bestiaire la carpe et le lapin. Il y a eu les atias, il y a eu les jeunes personnes en tuilage, mais en tout cas, pour ces majeurs qui restent scolarisés en secondaire, là, on a encore à inventer des choses. Et je crois que c'est là l'intérêt aussi de nos différents dispositifs, c'est qu'on se construit pas seulement en fonction d'un projet spécifique propre à l'institution, mais les uns avec les autres, contre les autres parfois, à partir des autres. Et c'est ça qui peut aussi assurer la continuité. Voilà, Hélène, j'ai terminé.